Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Eh bien, aujourd'hui encore, je me suis levé à l'aube et j'en discutais hier avec cet ami, François. Je lui disais combien j'étais heureux pratiquement. Chaque fois quand je me lève le matin, j'ai l'impression, en me levant à l'aube, d'assister à la naissance du monde. La ville est silencieuse. Même les oiseaux ne sont pas encore entrés en action. Il y a une sorte de silence surnaturel qui pèse sur la ville. Et pour moi, je l'ai dit souvent, le simple fait d'exister est un véritable miracle. Et et comme les années passent, je regarde les choses comme si je les regardais pour la dernière fois. C'est ainsi que ma grand-mère qui m'a élevé, ma grand-mère qui est décédée il y a 5 ans, à l'âge de 94 ans, eh bien, quand on est entré dans le grand âge, comme elle l'était, eh bien, on peut partir à tout moment. Et je la comparais à un oiseau sur une branche. On sait très bien que l'oiseau se pose sur la branche et dans les secondes qui vont suivre, il va s'envoler. Et ma grand-mère, donc, je l'observais avec une curiosité amoureuse. Je savourais le moment présent, son immobilité posée sur la branche en me disant que ma grand-mère pouvait mourir à tout instant. Et pendant des années, donc, je l'ai observé comme ça, cet oiseau sur la branche. Et quand ma grand-mère a fini par s'envoler, eh bien, je n'ai pas été étonné. Et je n'ai pratiquement pas eu de peine. Parce que cette peine était subsumée, intégrée par l'observation amoureuse, par l'intensité du regard. C'est ainsi qu'Irving Layton, peut-être je vous ai raconté ça, mais ne dit-on pas que le radotage favorise l'intimité? C'est ainsi qu'Irving Layton disait que le génie consiste à voir les choses comme elles sont. Et je rappellerai également qu'Irving Layton, se sachant atteint d'une maladie grave et dégénérative, a coupé tous les ponts avec son entourage. Irving Layton, que je rappelle ici, qui a été le professeur de littérature, je ne m'abuse, à McGill, de Léonard Cohen, pardon, et de Léonard Cohen, et qui a été également son mentor. Alors donc, Irving Layton, se sachant atteint d'une maladie dégénérative, s'était enfermé dans un silence et s'était enfermé dans une chambre d'hôpital, l'hôpital Sainte Mary, sur la rue Lacombe, à Montréal, à quelques pas de ma librairie. Et il refusait qu'on lui rende visite. Savoir mourir, ne dit-on pas que philosopher, c'est savoir mourir également. Eh bien, c'est pour ça que moi, je ne suis pas un être dépressif, je dirais, parce que j'ai intégré la mort et la tragédie dans le quotidien de ma vie. Et je suis toujours étonné de cette vie dont je ne comprends pas grand-chose, bien souvent. Hier aussi, avant de vous lire un petit passage du poète Philippe Beck, hier aussi, Jacques, le policier, m'a rendu visite à ma librairie. Et après ça, il s'est retrouvé dans la rue avec cet autre ami, Luc Mathieu. Ils ont discuté ensemble pendant un bon 15 minutes. Et Luc a trouvé que ce policier était un homme exceptionnel. C'est assez étonnant parce que Jacques, vous vous rappelez, je lui ai prêté 113 études romantiques de Simon Liberetti, livre que ce policier a adoré. Et il avait pris des notes sur son portable, il avait extrait quelques passages, dont un qu'il n'arrivait pas à comprendre et qui m'a demandé si je pouvais l'aider à comprendre. Eh bien, je n'étais pas capable de lui donner de réponse. Et parfois, ne pas toujours avoir de réponse est également un signe d'amitié.
Nous étions de plein pied ensemble, lui et moi, dans l'incompréhension de ce texte. Et je n'ai pas senti que je perdais de la valeur intellectuelle à ses yeux, car j'admettais simplement avec lui que cette chose-là me dépassait. Il a adoré ce livre-là, alors il m'a demandé de lui dénicher, de lui dégoter Le bleu du ciel de Georges Bataille, et également le journal de Léoto, mais ici je lui ai conseillé plutôt de lire des extraits, les meilleurs moments. Moi, personnellement, j'ai lu au complet les 19 tomes du journal de Léoto, et Léoto occupe une place très importante dans mon panthéon personnel. Alors, pour conclure avec ce policier, il racontait à Luc que l'hiver, il achetait des bons de restauration rapide McDonald's, et que très tôt le matin, il les offrait à des itinérants pour qu'ils puissent se réchauffer, prendre un café et prendre un petit repas. Il y a des policiers, bon, à défaut d'être des héros, parce qu'être un héros, c'est un rêve d'enfance, c'est ça le bonheur, c'est réaliser ses rêves d'enfance, eh bien, qui ont la vocation de faire du bien autour d'eux. En attendant peut-être un geste d'héroïsme qui ne viendra jamais. Mais des gestes de bonté, des gestes de générosité, on peut en poser quotidiennement, quasiment à l'infini. Alors, je vous lis ce petit passage. Un petit passage, simplement, tiré de Beck, l'impersonnage rencontre avec Philippe Tessier. Tiré de ce livre, Qui pense quoi? Pour faire court, la différence entre philosophe et poésie correspond entre la différence entre être et faire. Je fais un instant une théorie des deux passivités. L'élan philosophique est un désir de préciser, d'être une précision, de mettre au jour l'obscur au fur et à mesure. Désir d'être un éclaircissement dans l'étendue qui vibre. Il part de l'aveuglement de beaucoup, l'aveuglement ordinaire. Il part du fait d'immaturité. L'immature a un désir de la philosophie. Le besoin de voir clair et un désir d'être. L'appel au courage d'être majeur pose que beaucoup sont mineurs et esclaves. Il faut tout leur dire. Sauf que le courage ne s'apprend pas. Il se comprend. Il y a là un cercle pédagogique, le désir de tout expliquer, la foi dans le raisonnement et la vertueuse mémoire de l'ordre des raisons, le refus de la suggestion, la disqualification de l'ellipse caractérise la philosophie peu ou prou. Caractérise son désir. Or, il lui faut l'ellipse pour limiter son discours. Sans ellipse, le discours serait une explication infinie, une régression infinie. Et le texte infini de la philosophie ne se communiquerait en rien jamais. L'adresse demande l'ellipse comme condition du désir. La poésie suppose un lecteur déjà majeur. La philosophie, un lecteur en apprentissage de sa propre maturité. C'est de là que vient l'immense gâchis, le triste malentendu des cours sur la poésie qui ne peuvent que trahir son essence libre
pour obéir aux finalités administratives et ou pédagogiques de l'enseignement. Alors, il dit également que la poésie ne supporte pas les pédagogies d'inquisition, les regards extérieurs, parce qu'elle est traversée par la pudeur. Étrange confrérie des pratiquants de l'ellipse, non? En attendant, la douceur et la pudeur accompagnent cette résistance et lui donnent son air secret. Et bien voilà, des policiers qui lisent, des lecteurs qui déchiffrent le mystère du monde, des êtres qui se réveillent à l'aube tout étonnés d'être encore vivants et reconnaissants. J'observais les gens hier dans l'autobus, dans le métro également. Eh bien, croyez-le ou non, la majorité d'entre eux avaient l'air heureux. Certains, je les voyais rire, d'autres, je les voyais se dandiner en écoutant de la musique. J'ai vu quelques lecteurs également, concentrés dans leurs ouvrages. Mais il régnait une sorte de parfum, de légèreté. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous savez ce que je veux dire. Ma page Facebook, hein? Allez la visiter ou devenir un ami militant ou un ami lisant, c'est selon. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999. Et merci et bonne journée à tous. Nous sommes vivants.